Bienvenue à toutes et à tous dans la rétro de l'actualité, votre émission qui revient sur les faits marquants de la semaine, aussi bien sur le plan national qu'international. La rétro de l'actualité, voici le sommaire. En politique, nous reviendrons sur la reconnaissance du modèle gabonais à l'international avec l'intérêt manifesté par Madagascar et les hommages aux personnalités gabonaises. Un accent sera mis aussi sur le démarrage du programme des 3100 logements de Bikele et Sassa. Sur le plan économique, nous verrons le lancement des travaux du port en eau profonde de Kopkop et la relance du Conseil national de l'investissement. En éducation, les interrogations suscitées par une affaire de détournement présumé au ministère de l'Éducation nationale ainsi que sur les enjeux liés à la mise en œuvre du nouveau code de la santé. Enfin, en sport, le sport sera au rendez-vous avec la fin du National Foot, l'actualité du mondial et un hommage à une figure marquante du football gabonais, Moussa Boukine. Place maintenant à la rétro de l'actualité. Merci de nous rejoindre avec mes invités. Il s'agit de Michel Ndon-Esso, politologue et consultant Gabon 24. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame de nous avoir conviés à ce beau plateau. Alors juste à mes côtés, il y a également M. Ghislain Mapangou, économiste. Vous êtes également consultant Gabon 24. Oui, merci également pour cette invitation. C'est toujours un honneur et un réel plaisir d'être invité de Gabon 24. Merci. Avec vous, nous parlerons d'économie, mais avant, je viens vers M. Michel Ndon-Esso. Vous l'avez suivi avec nous, cette actualité. Madagascar qui prend exemple sur le Gabon. En effet, nous avons tous suivi cette actualité avec attention. Madagascar, Gabon, deux pays géographiquement éloignés, mais politiquement proches, puisque, comme vous le savez, Madagascar, à l'instar du Gabon en 2023, a également connu des périodes troubles, marquées notamment par le renversement du pouvoir d'Andry Rajoelina en 2025, consécutivement à un climat social en ébullition, des revendications à n'en plus finir, qui ont donc eu raison du pouvoir installé et qui ont conduit à l'intervention des militaires, comme effectivement dans le cas du Gabon. Donc c'est un pays à la recherche aussi, d'accord, d'une certaine stabilité politique, puisque c'est finalement une transition qui n'est pas aussi sereine que celle du Gabon. Donc le président malgache est au Gabon pour s'imprégner de notre cas, pour effectivement tirer les leçons de ce que le Gabon a pu réussir sur ce plan. Je rappelle quand même que 2 ans de transition, c'est pratiquement un miracle en Afrique, là où d'autres pays, d'accord, ont un calendrier qui, effectivement, n'augure rien de bon à l'horizon. En quoi le Gabon fait école à Madagascar? Vous l'avez évoqué, la paisibilité de ces 2 ans de transition, mais au-delà. Alors, rappelons quand même que nous avons réussi là où d'autres ont échoué. Quand je parle d'autres pays, je fais effectivement allusion aux pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont encore embourbés dans un calendrier incertain, d'accord, dont la transition est très loin d'être achevée. Or, le Gabon, effectivement, nous avons en 2 ans rétabli les institutions, d'accord, nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel, nous avons effectivement regagné notre crédibilité auprès des institutions internationales, notamment l'Union africaine. Et je crois d'ailleurs qu'au-delà du cas gabonais, le président malgache est aussi au Gabon pour chercher des alliances, puisqu'effectivement, il est question pour son pays de retrouver progressivement sa place. Et le Gabon peut être un allié pour effectivement porter la voix de Madagascar, pour convaincre les autorités panafricaines pour que ce pays progressivement retrouve sa place dans le concert panafricain. Et justement, Michel Ndon-Esso, être observé par d'autres pays, est-il une considération ou une pression supplémentaire sur les autorités gabonaises? Être observé ou plutôt être accompagné. Moi, je préfère dire être accompagné. Donc, le Gabon est dans une posture qui consiste à accompagner Madagascar, non seulement en l'aidant à réussir sa transition, mais effectivement en plaidant en sa faveur auprès notamment de l'Union africaine et d'autres instances continentales et même
même ailleurs. Donc nous sommes plutôt dans une posture d'accompagner ce pays frère qui certes est géographiquement éloigné, mais qui a avec nous, d'accord, des particularités qui rappellent ce que nous avons vécu nous-mêmes en 2023, donc un renversement du pouvoir hors des voies prévues par la Constitution. Donc le Gabon, effectivement, à travers son président, Brice Clotaire Oligui Nguema, se porte garant d'accompagner tous les autres pays qui passeront par ce même chemin. Aujourd'hui, Madagascar passe par ce même chemin que nous avons connu. Alors, à côté de ce volet politique, diplomatie, il y a aussi eu cette actualité au Gabon, les hommages au capitaine Tchoréré, également à Omar Bongo Ondimba. La meilleure manière de rendre hommage à Omar Bongo Ondimba, c'est de cultiver la paix. Et la paix est la valeur la plus chère, d'accord, léguée par Omar Bongo aux générations futures. Donc, l'hommage que nous rendons à Omar Bongo aujourd'hui sera de préserver ce climat de stabilité qui a fait parler du Gabon pendant des années hors de nos frontières. Alors, quel est le message que le Gabon renvoie au concert des nations, mais également à ses propres enfants, en saluant la mémoire de ses fils disparus? Nous ne sommes pas une génération spontanée, d'accord, nous avons connu une trajectoire et cette trajectoire a été dessinée par les pères de la nation, Léon Mba avant et Omar Bongo ensuite. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons Brice Clotaire Oligui Nguema, mais nous, la nouvelle génération, nous devons, d'accord, considérer ce qui a été bâti par les pères fondateurs de la nation pour le préserver et pour faire mieux. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À côté des hommages à Tchoréré, Omar Bongo Ondimba, il faut le rappeler, Omar Bongo Ondimba qui a dirigé le Gabon à plus de 40 ans. Vous avez évoqué cet héritage-là légué par l'illustre disparu, la paix. Mais aujourd'hui, on a le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'active avec le pilier 3 de son programme de société. 3100 logements ont été, les travaux de ces 3100 logements ont été lancés au niveau de Bikele et Sassa. Alors, les Gabonais ont-ils davantage besoin aujourd'hui de logements ou d'un pouvoir d'achat plus élevé pour accéder au logement? La question du logement est effectivement un cheval de bataille, d'accord, de Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque vous savez que l'accès au logement est une des principales difficultés que vivent les Gabonais au quotidien. Donc, à travers ces 3100 logements, d'accord, à Bikele et à Sassa, il s'agit, d'accord, pour le président de répondre, ok, à cette demande qui devient de plus en plus importante. Nous avons recueilli l'avis de certains compatriotes qui disent que, oui, on va construire des logements, mais nous, ce qu'on veut, parce qu'il y a cette frange de la population qui veut accéder au foncier, qui veut être régularisé. Il est bien vrai que le ministre de l'Habitat en parlait. Alors, que faire aujourd'hui pour cette frange de la population qui veut elle-même construire ses maisons? Non, je crois que personne n'est lésé. S'il faut être sincère, autant le président s'engage à construire des logements et à les mettre à disposition de ceux qui ont un peu de moyens, d'accord, pour les acquérir, autant il s'est engagé aussi dans une bataille qui est celle de régulariser, d'accord, ceux qui ont déjà, c'est-à-dire pu investir, mais sur des parcelles, d'accord, qui ne sont pas reconnues, d'accord, donc qui ne sont pas encadrées par la loi, qui ne sont pas régularisées pour parler en termes simples. Donc toutes ces batailles sont menées ensemble. Maintenant, la grande question, c'est que dès que vous êtes régularisé, il y a un process, d'accord, qui va devoir vous amener, ok, dans un délai prescrit par la loi, à fournir les preuves, d'accord, que effectivement vous êtes bel et bien titulaire d'une manière ou d'une autre, enfin, de cette parcelle, puisqu'il y a quand même aussi des occupations anarchiques. Donc, dans cette volonté de régulariser, je crois que les efforts doivent être faits de part et d'autre. Justement, par le passé, il y a eu cette volonté, même avec l'ancien système, de pouvoir fournir aux populations des logements, mais on l'a tous observé, les projets ne sont pas arrivés à terme. Alors, comment garantir aujourd'hui que ce projet va arriver à terme, d'abord, mais ensuite sur la répartition des logements? On se retrouve encore avec des personnes, des mêmes familles, des mêmes grands noms. Comment garantir la transparence, Michel Noesso? C'est là toute la question, puisque vous faites bien de le rappeler, par le passé, nous avons vu effectivement que certains logements avaient été distribués à la tête du client. Donc nous espérons que cette fois-ci, les mécanismes seront mis en place
pour garantir une certaine transparence, d'accord, dans l'identification de potentiels bénéficiaires. Mais je crois savoir qu'il y a des dossiers qui seront déposés et que la sélection des dossiers se fera, d'accord, par des critères objectifs. Si on parle de fonctionnaires, il va quand même falloir que vous soyez éligible. Bon, si vous êtes un fonctionnaire et que votre salaire est engouffré dans l'endettement, vous voyez, c'est déjà un élément qui peut vous mettre de côté. Nous espérons maintenant que les équipes et j'ai envie de vous dire combien de premières pierres ont été posées dans ce pays, Michel Ndoyesso. Bon, combien de premières pierres ont été posées? C'est vrai que nous sommes habitués aux éléphants blancs, mais quand même, il est trop tôt pour dire que Brice Clotaire Oligui pose, lui, à son tour aussi des premières pierres qui n'aboutiront à rien. Ça ne fait que 3 ans qu'il est au pouvoir, sinon 1 an de façon constitutionnelle. Donc, attendons voir dans les 5 prochaines années et nous allons juger le maçon au pied du mur. Pour le moment, il est trop tôt de parler, d'accord, d'éléphants blancs. Alors, Michel Ndoyesso, vous restez avec nous. Cap à présent sur l'économie entre grands chantiers et relance des investissements. Le Gabon affiche ses ambitions, mais derrière les annonces, les populations attendent surtout des résultats concrets en matière d'emploi et de croissance. Je vous invite à suivre cet élément. Près de Nionié, dans le Como-Océan, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement posé la première pierre de ce qui sera dans le futur proche l'une des infrastructures logistiques et portuaires la plus importante de la sous-région. Dans son discours de circonstance, le ministre des Transports et de la Logistique a présenté ce vaste projet. Le COB-COB constitue l'une des pierres angulaires du corridor logistique associé à la construction de barrages hydroélectriques et au développement de la mine de Belinga, dont l'exploitation permettra de valoriser l'un des plus importants gisements de fer au monde. Ce port, qui s'étendra sur 500 hectares et sera alimenté par un futur barrage hydroélectrique situé à Boué, dans la province de Logo-Ivindo, comprendra un corridor ferroviaire industriel, lui aussi alimenté par des trains électriques. Sa capacité de production sera de 250 000 tonnes de minerais par jour, soit 100 millions de tonnes par an. Il comprendra aussi un corridor ferroviaire d'environ 550 km de long. Des infrastructures logistiques intégrées qui relieront les zones de production aux marchés internationaux. Un système énergétique structurant avec le développement du barrage hydroélectrique de Boué d'une capacité de 400 000 mégawatts. Ghislain Mapango, économiste, consultant à Gabon 24 avec vous. Nous allons aborder cette actualité, le lancement des travaux du port en eau profonde de COB-COB. Nous venons de suivre cet élément. Alors, quelle est votre réaction? Alors, merci de me donner la parole. Il faut déjà dire que le corridor de COB-COB est un ambitieux projet porté par le président de la République gabonais, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui en réalité incarne le leadership transformationnel au niveau de notre pays. Alors c'est un projet dont l'investissement total est estimé à près de 5 643 milliards de francs CFA, soit environ 8,6 milliards de dollars. C'est dire que c'est un ambitieux projet qui va donc pouvoir créer de l'emploi pour nos jeunes Gabonais. Aujourd'hui, selon les estimations qui ont été menées, c'est à peu près 100 000 à 160 000 emplois directs et indirects qui seront créés. Parce qu'il faut dire d'ici 2030, effectivement. Donc c'est un projet intégré puisqu'il sera également relié, n'est-ce pas, au corridor ferroviaire. Vous comprenez que ça va créer donc un véritable tissu industriel national qui aura donc naturellement des effets d'entraînement sur l'ensemble de la production nationale parce qu'il y aura, n'est-ce pas, des éléments liés à la sous-traitance qui seront créés, n'est-ce pas, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la logistique ferroviaire et même portuaire, dans le domaine donc du transport, de la restauration, etc. Le Gabon est à la croisée des chemins, entre une réelle diversification de son économie, n'est-ce pas, et la mise en œuvre des politiques publiques qui visent justement, n'est-ce pas, à rendre le Gabon beaucoup plus attractif, n'est-ce pas, afin d'attirer les investisseurs. On parle de 4 dimensions, Monsieur Ghislain, de la transformation du fer de Belinga à la création d'un transgabonais. Il y a également le côté énergie et le port en lui-même. Comment tout cela va se faire d'ici
2031. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que c'est un projet intégré, ok, qui va favoriser donc le développement d'autres corridors, le corridor ferroviaire, etc. Donc tous ces projets-là sont intégrés justement au corridor donc de Kobe-Kobe. En réalité, c'est un hub économique, je ne cesse de le dire, parce qu'en réalité, autour, n'est-ce pas, de Kobe-Kobe, eh bien, il y aura plusieurs développements de plusieurs secteurs d'activité qui vont permettre, donc, qui auront des effets d'entraînement, c'est-à-dire des effets induits sur la production nationale. Et donc, pour l'État gabonais, cela va permettre donc d'enflouer suffisamment les caisses de l'État, parce que l'État recherche des sources de financement alternatives. Donc, le partenariat aujourd'hui, il est hautement stratégique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, n'est-ce pas, non seulement il vise à valoriser et à promouvoir, donc, puisque en réalité, le corridor de Kobe-Kobe vise aussi extrêmement l'exploitation du fer de Belinga, ok, puisque une fois cette exploitation-là, ben, ça va permettre aussi de transformer une partie, n'est-ce pas, sur le marché local, donc la production locale, et puis une autre partie naturellement sera exportée vers les marchés internationaux. Donc c'est dire que c'est véritablement un projet ambitieux qui aura des retombées économiques visibles pour l'ensemble des populations gabonaises. À côté de cette actualité, nous l'avons suivi, la relance du Conseil national de l'investissement. Alors pourquoi relancer ce conseil? Alors, le Conseil national d'investissement, qu'on appelle encore le Haut Conseil pour l'investissement, vise un seul objectif, celui de flexibiliser les procédures en matière d'investissement national. Parce qu'on a constaté que notre administration souffre de lourdeur, de pesanteur, de bureaucratie administrative. C'est pourquoi, en fait, on n'est pas capable aujourd'hui, n'est-ce pas, d'attirer les investisseurs. Vous allez prendre 3, 4, 5, 6 mois, n'est-ce pas, pour une procédure douanière, pour une procédure fiscale ou bien administrative. Et donc, ce Conseil à l'investissement, pour l'investissement national, n'est-ce pas, c'est véritablement un lieu, n'est-ce pas, de flexibilisation des procédures et de mise en œuvre, n'est-ce pas, de la politique du chef de l'État. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'investissement, n'est-ce pas, en réalité, le Gabon, dans le plan national pour la croissance et le développement, recherche à peu près 27 000 milliards de fonds CFA. Et 27 000 milliards de fonds CFA, où est-ce que nous allons le trouver? Eh bien, c'est au niveau de l'initiative privée, c'est au niveau des investisseurs. Et je pense que dans les accords qui ont été négociés, n'est-ce pas, avec certains chefs d'entreprise, eh bien, il y a aujourd'hui près de 18 000 milliards, n'est-ce pas, qui ont été mobilisés et qui seront, n'est-ce pas, dans les tout prochains jours, n'est-ce pas, mis en œuvre pour financer justement des investissements structurants au niveau du Gabon, n'est-ce pas, dans les secteurs prioritaires, ok? Et les secteurs prioritaires, je le disais, c'est le secteur de la transformation de nos matières premières qui auront des effets d'entraînement sur l'ensemble de la production nationale. Monsieur Benso, vous l'évoquiez à l'entame de cette émission, le Gabon a cet argument de poigne, la paix. En quoi la paix est un indicateur fort pour les investisseurs? Mais écoutez, aucun investisseur, sauf s'il est idiot, ne peut injecter son argent dans un pays instable. Donc la paix est le premier élément sur lequel s'attarde tout investisseur sérieux, puisque s'il n'y a pas de guerre, ça veut dire que c'est un pays, d'accord, qui peut être rentable à long terme. Puisque lorsqu'on investit, c'est pour récolter, d'accord, les fruits de son investissement dans le long terme. Mais s'il y a la paix, effectivement, c'est une garantie qu'on peut se projeter dans 10-15 ans pour effectivement commencer à récolter, d'accord, les fruits de ce que nous avons investi. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait M. Mapangou. En effet, ce conseil d'investissement-là a un maître mot, c'est de rendre le Gabon attractif, c'est de mobiliser les partenaires crédibles. Et parmi les partenaires, nous avons le secteur bancaire. Les banques au Gabon n'accompagnent pas suffisamment l'État. D'accord? Donc il est question effectivement de proposer des garanties à cette catégorie d'acteurs, okay, pour qu'ils comprennent la nécessité d'accompagner l'État dans sa stratégie, d'accord, de construire un port à Kobo-Kobo, dans sa stratégie de construire 3100 logements à Issassa, dans sa stratégie effectivement de construire dans le futur un port à Mayumba. Donc il faut mobiliser les acteurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, et leur apporter des garanties. Et cela passe aussi, il a très bien dit, par la réforme fiscale. Parce que l'un des obstacles, effectivement, c'est la fiscalité qui est parfois étranglante pour les entreprises. Donc j'espère que les autorités ont au moins compris qu'il va quand même falloir assouplir à certains niveaux pour être attractif. Et Ghislain Mapangou, tout cela, c'est de la macroéconomie. Comment le citoyen lambda va ressentir les impacts du Haut Conseil de l'investissement? Vous savez, en réalité, les investissements ont toujours des effets d'entraînement. Hein. Lorsqu'on investit, n'est-ce pas, on crée une entreprise, eh bien, on recrute du personnel. Et ce sont des Gabonais qui vont travailler dans ces entreprises qui seront donc implantées dans notre pays, n'est-ce pas? Et ce sont donc des Gabonais qui vont percevoir un revenu, n'est-ce pas, un salaire.
et c'est sur la base de ce salaire qu'ils seront amenés, n'est-ce pas, à consommer les biens et services et donc à relancer la croissance économique de façon générale, puisqu'il y aura des effets d'entraînement. Vous voyez qu'en fait, on sera dans un cercle vertueux de la croissance économique. Donc, une entreprise est créée à partir des investissements, qu'ils soient des investissements nationaux ou des investissements internationaux ou des investissements directs à l'étranger. Alors, ces investissements auront un impact direct parce qu'à travers une création d'entreprise, je vous l'ai dit, ça entraîne, n'est-ce pas, une résolution en fait de la problématique du chômage. Une fois le chômage, n'est-ce pas, est résolu, ça va permettre donc aux jeunes Gabonéens d'avoir accès à un emploi décent et donc avoir un revenu et donc de pouvoir consommer dignement. Et plus on consomme et plus les entreprises, n'est-ce pas, dégagent ce qu'on appelle la profitabilité, donc un profit maximal qui est compatible donc avec leurs objectifs de développement. Une fois l'entreprise atteint ses objectifs, elles seront amenées, n'est-ce pas, à produire davantage et donc on sera donc dans ce cercle vertueux de la croissance économique. Donc il faut dire que de façon générale, l'investissement est bénéfique, est profitable pour l'ensemble des populations dès lors qu'elle va permettre aux ménages d'avoir un revenu et à l'État, n'est-ce pas, aussi d'avoir en termes de recettes fiscales, puisque l'État recherche aujourd'hui, n'est-ce pas, à diversifier, on va dire, n'est-ce pas, ses instruments budgétaires. Et donc, à travers également, n'est-ce pas, les entreprises qui seront implantées, ça va permettre, ça va constituer, n'est-ce pas, une bouffée d'économie pour notre économie et surtout pour l'État gabonais qui recherche aujourd'hui, n'est-ce pas, des sources de financement alternatives. Il y a tellement à dire sur le sujet, M. Ghislain Mapangou. Merci à vous. Merci également à Michel Ndoeso, politologue. Vous restez avec nous pour la deuxième partie dans laquelle nous parlerons d'éducation qui est souvent présentée comme la clé du développement. Pourtant, les affaires de détournement viennent régulièrement fragiliser la confiance des citoyens dans la gestion des ressources publiques. Dans la deuxième partie, nous parlerons d'éducation. À tout de suite. De retour sur le plateau de la rétro de l'actualité, cette fois-ci dans le volet éducation pour parler de ce présumé détournement qui secoue cette institution, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Une autre invitée nous a rejoint, la personne de Madame Bénédicte Ngui. Vous êtes consultant à Gabon 24, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de prendre parole. Rectifier, je m'appelle Bénédicte Ngui. Bénédicte Ngui, merci. À nos côtés, vous étiez avec nous en première partie, Michel Ndoeso. Vous êtes également consultant à Gabon 24. Alors, messieurs, dames, cette affaire est-elle le symptôme d'un problème profond de gouvernance politique au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Bon, ce scandale traduit tout simplement la négligence managériale ou encore l'absence d'outils digitaux ou bien d'outils spécialisés pour contrôler la budgétisation au sein de nos administrations, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Et toutefois, moi, je bénis Dieu, ou bien encore, il faut reconnaître l'importance qu'a joué la grève des enseignants, parce que c'est à partir de ce mouvement de grève que l'État a décidé de faire des investigations approfondies sur l'état financier du ministère de l'Éducation nationale. D'où la révélation de ce détournement qui crée plus de malheur que de bien. Alors, c'est l'occasion pour nous de suivre cet élément. Courant l'année 2025, en raison de l'augmentation significative du budget prévisionnel des primes de vacation du ministère de l'Éducation nationale, un audit était réalisé par les agents du ministère de l'Économie et des Finances, de la dette et des participations chargés de la vie chère, lequel mettait en exergue des malversations financières, notamment dans les fichiers des bénéficiaires des primes de vacation de cette année. Informé de ces faits, le parquet de la République, par le biais d'un soit transmis, saisissait la direction des enquêtes économiques et financières de l'état-major des polices d'investigation judiciaire qui dévoilait, suivant les révélations de l'audit, le stratagème mis en place par les agents de la Direction centrale des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. En effet, il ressort des investigations menées qu'un dépassement de plus de 700 millions de francs CFA était constaté dans les fichiers des bénéficiaires des primes à la faveur de plusieurs personnes relevant la plupart de la direction ci-dessus citée. Le mécanisme mis en place consistait à la création des lignes budgétaires fictives dans le cadre de paiement de ces primes par virement bancaire
ou par bon de caisse. Il y a lieu de noter que le système ainsi mis à nu existe depuis plusieurs années au point de devenir la norme. À ce jour, 25 personnes ont été entendues, 20 sont gardées à vue, 2 sont mises en confiance pour des raisons de santé. L'enquête se poursuit. Alors le procureur de la République l'a dit, l'enquête se poursuit. Michel Donresso, peut-on revenir sur les faits? Bon, déjà, il faut rappeler que les compatriotes interpellés bénéficient jusqu'à ce jour de la présomption d'innocence, qui est un sacro-saint principe dans le monde du droit. Maintenant, sur les faits, je ne pense pas que le Gabon avait besoin de cela dans un pays qui est désormais tourné dans l'investissement. Je crois que c'est une actualité qui va ternir quelque peu l'image du Gabon, un moment où, effectivement, nous étions mobilisés pour accompagner le chef de l'État dans sa volonté de transformer le Gabon. Maintenant, ce que les faits disent aujourd'hui, c'est ce que les enseignants disaient déjà tout bas depuis plusieurs années. On le sait qu'il y avait des magouilles, des manipulations dans le calcul et dans l'attribution des vacations. Maintenant, qu'on aille jusqu'au bout de la logique, si on dit que les faits ne datent pas que de cette année, on parle de 700 millions pour cette seule année, ça veut dire que pour les années passées, le montant doit être plus conséquent. Maintenant, la logique voudrait effectivement que ceux qui étaient là avant, qu'on nous dise d'abord effectivement du nombre d'années concernées, si c'est 10 ans, et qu'on établisse la responsabilité de ceux qui étaient là, d'accord, à l'époque des faits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une administration qui était précédée par une autre. Donc, il va quand même falloir qu'on soit logique et qu'on soit plus explicite. On doit communiquer tous les détails aux Gabonais. 700 millions, ce n'est certainement pas le chiffre, d'accord, si on étale la procédure au cours, enfin, pour les années antérieures. Maintenant, l'autre chose aussi qui me surprend, c'est le silence syndical. Je vous rappelle que nous avions... Et est-ce que la tutelle était informée, la tutelle du ministère de l'Éducation nationale? Alors, je crois que ça, il n'y a que les enquêteurs qui peuvent le dire. Mais ce que je sais déjà, c'est que nous sommes dans une administration qui a quand même plusieurs syndicats, plus d'une trentaine de syndicats. À ce jour, aucune structure syndicale n'a pris la parole pour dénoncer ce qui est quand même une grave dérive. Pendant que les enseignants perçoivent 300 francs, 2000 francs, 5000 francs de vacations après avoir corrigé les examens, il y a des personnes qui reçoivent 20 millions, selon les dires. Êtes-vous choqué, Bénédicte Nguy? Franchement, je ne suis pas choquée, je suis ornie, j'ai honte. C'est-à-dire, au regard de cette actualité, on se rend bien compte qu'au Gabon, on n'est peut-être pas sorti de l'auberge, quitte aux malversations financières qu'on a longtemps décriées, même avant la Ve République. Vous vous rendez compte que on a gardé un mouvement de grève parce que les enseignants revendiquaient seulement les vacations de la correction de leurs examens, surtout avec les 500 francs, les 2000 francs, et aussi, regardez les conditions précaires dans lesquelles les enseignants travaillent. Il y en a beaucoup qui sont des bénévoles, qui ne perçoivent pas de salaire. On leur dit, il n'y a pas l'argent, on attend, il faut travailler avec le ministère de l'économie, on a fait des bons de caisse et tout, et ils écoutent ça, vous voyez que c'est un choc. On a l'impression que c'est un manque de respect, d'abord un manque de respect vis-à-vis de la population gabonaise, parce que la population gabonaise est parent d'enfants, vis-à-vis du corps enseignant, vis-à-vis du corps administratif. Donc vraiment, j'aimerais que l'État continue cette opération d'audit, pas seulement au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais que ça s'étende à toutes les autres administrations. Exactement. Et aussi, lors du reportage, on s'est rendu compte qu'ils justifiaient cette surfacturation en prétendant qu'ils effectuaient des achats nécessiteux parce que c'est les biens et services qu'ils possédaient, en fait, qu'ils percevaient au travers ces achats, n'étaient pas budgétisés dans leur comptabilité. Et pendant ce temps, il y en a qui ont perçu des 2000 francs, des 3000 francs, comme vous l'affirmez. Exactement. Donc, même la comptabilité au sein de l'administration publique n'est pas structurée. Des failles dans les mécanismes de contrôle? Bien sûr. Où sont les pièces comptables qui prouvent qu'ils ont fait des achats qui couvraient certains besoins pas prises en compte par la comptabilité, par la budgétisation annuelle de leur Alors, direction. Bénédicte, lui, évoque des failles dans le système de contrôle. Alors, aujourd'hui, peut-on espérer améliorer durablement le système éducatif gabonais, notamment dans la lutte contre la corruption?
Non, une nuance. Là, nous ne sommes pas dans le système éducatif. Là, nous sommes dans le volet financier de l'État. Vous savez, c'est vrai que le scandale a été... dans le ministère de l'Éducation nationale. A été découvert, d'accord, dans ce ministère, mais ce n'est pas le ministère qui paye, c'est les services du budget. Il y a un impact. Il y a un impact. Je suis d'accord avec vous. Mais il va d'abord falloir, effectivement, qu'on décortique toute la chaîne de responsabilité. Est-ce que c'est les services du ministère du budget qui payent? Et au ministère du Budget, il est censé exister un service de vérification. On ne peut pas comprendre qu'on ait payé 20 millions à une chaîne d'études, mais enfin, à quoi correspond le bac? C'est qui? Le bac, c'est le jury, le bac, c'est le secrétariat, le bac, c'est la surveillance. Que faisait la chaîne d'études pour mériter 20 millions? À base de quoi lui a-t-on versé 20 millions? Donc, la responsabilité, elle est élargie au niveau du ministère du Budget aussi. C'est vrai, et elle a dit qu'il va quand même falloir que l'audit s'étende à d'autres administrations. Est-ce que les sanctions sont suffisantes au Gabon pour dissuader? Nous allons pouvoir le vérifier cette fois-ci, parce que si les éléments sont prouvés, je l'ai rappelé, ils ont droit d'être assistés par un avocat, ils ont droit à un procès équitable, si jamais on va jusque-là. Mais si les faits sont établis, madame, mais nous aurons le temps de vérifier tout ce qui nous a été vanté depuis l'avènement de la Ve République, c'est-à-dire une justice impartiale qui peut sévir sans état d'âme. Et nous espérons que si jamais ces compatriotes sont tenus responsables devant une cour, devant un tribunal, d'accord, que les sanctions à leur encontre seront exemplaires pour dissuader exactement d'autres voleurs tapis dans l'ombre dans d'autres ministères. Est-ce que c'est de cela dont il est question? Oui, je vois Bénédicte qui veut réagir. Je me dis comment un tel détournement peut se faire dans un département ministériel tout à l'insu du responsable de la tutelle de ce département ministériel. Je n'accuse personne, mais je prends le risque ou encore je décide de faire confiance à la justice de mon pays et j'espère que les enquêtes vont aboutir et que toute la chaîne de responsabilité... Il y a souvent eu des enquêtes qui ont été diligentées, mais dont on ne connaît pas l'aboutissement final. Mais voici pourquoi c'est important de communiquer. C'est important. On a vu le communiqué tout à l'heure. C'est important de donner aux populations la suite ou les aboutissants des enquêtes. Parce que nous, on se pose des questions. Pourquoi nos enfants, pendant 9 mois, ils font cours 6 mois avec 3 mois de grève, 2 mois de grève? Nous aussi, on est quand même des victimes dans cette histoire. Les enseignants seraient laissés pour compte. Les enseignants seraient laissés pour compte. Les enfants seraient laissés pour compte dans la mesure où ils ne reçoivent pas des cours. Ils ne reçoivent pas des cours pendant 9 mois. Ce qui est nécessaire pour un enfant, c'est la période nécessaire pour l'apprentissage d'un enfant. Leur période d'apprentissage se voit coupée. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui décident de faire de la chose publique leur gain personnel. Donc, il faut vraiment que les enquêtes se fassent et que les mises en cause soient sanctionnées de manière juste, impartiale. Et que la justice pense d'abord, Gabon d'abord, qu'il n'y ait pas d'affinité, qu'il n'y ait pas de tel proche d'eux. Non, on veut vraiment que la loi s'applique à tout le monde selon sa chaîne de responsabilité. Je vois Michel Doinso, oui, allez-y. Parce que elle a raison sur un pan de son intervention, mais attention, ne faisons pas une focalisation, d'accord, sur la personne enfin, sur le responsable administratif de ce ministère dans la chaîne de la dépense publique. Il y a l'ordinateur de crédit, certes, qui envoie, je parle en français facile, la facture, mais il y a surtout le comptable qui paye. Parce qu'en principe, on n'est pas censé payer une facture qui est ne serait-ce que mal rédigée, une facture où l'on constate effectivement qu'il y a surévaluation. Il y a une traçabilité. Très bien. Donc, et je suis clair là-dessus, s'il y a des responsabilités au niveau du ministère, au plus haut niveau, il faudrait aussi que ces mêmes responsabilités soient établies au niveau de la ministre du budget qui paye. Parce qu'on ne peut pas payer une facture qui est surévaluée. Que fait alors le service de vérification du ministère du budget? Il sert au moins à quelque chose, c'est de vérifier la conformité d'une facture qui est transmise par les soins du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à ce niveau, et elle a raison, je la rejoins, les responsabilités sont établies de part et d'autre. Oui, Madame Bénédicte Ngui, il faut établir les responsabilités des uns et des autres, mais encore, il faut que l'État puisse mettre en place des sanctions dissuasives pour qu'aujourd'hui on parle plus de transparence. Mais, normalement, la transparence provient d'abord par la digitalisation. Nous sommes dans un état où les factures se transmettent en papier. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas qui a émis la facture, d'où elle provient, pour quel besoin exactement. Là, on parle de manière générale parce qu'on n'a pas le détail des enquêtes. Donc, on n'a pas la nature des biens qui ont été acquis par cette surfacturation.
aussi, il faut qu'il y ait un service digital. Le service digital va permettre à ce que la nécessité de digitaliser l'administration. La nécessité de digitaliser l'administration. Donc, il faut d'abord digitaliser l'administration pour que l'émetteur de la facture puisse être identifié, le libellé d'écriture de la facture puisse être identifié, les montants puissent être évalués et il doit avoir des proformas. Donc, si on demande à acheter un bien, par exemple, dans une entreprise, là, je pas envie de faire une publicité, il faut avoir une facture proforma de l'entreprise en question pour justifier l'achat qui doit être effectif. Et ça doit se faire pour garder la traçabilité archivage, donc en papier, mais surtout en numérique. Et il faut sanctionner lorsqu'il y a un achat qui n'a pas été prévu dans la budgétisation annuelle. Il faut qu'elle soit justifiée. C'est-à-dire si, en janvier 2026, on n'avait pas prévu acheter un ordinateur à l'enfant de la DG, il faut justifier cet achat. Et si l'achat n'est pas conforme... Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va aussi à les vacations. Les vacations servent à payer les enseignants qui ont corrigé le bac, les membres du secrétariat qui ont supervisé le bac et ceux qui l'ont surveillé. On ne peut pas justifier de tels détournements parce que ce n'est pas vous qui le dites et vous avez raison de le dénoncer parce qu'il y aurait eu, d'accord, du matériel à acheter. Michel Ndong Eso, est-ce que vous acheter des biens et services qui n'étaient pas budgétisés, d'où la surfacturation. Donc, voici pourquoi je parle de traçabilité digitale. C'est moi qui mène le débat. Alors, Michel Ndong Eso, Madame Bénédicte Tungui, est-ce que vous êtes d'accord avec certains compatriotes qui disent qu'au Gabon, on n'a pas peur de voler? Bon, au Gabon, on n'a pas peur de voler. Nous sommes dans la 5e République. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. Ça, la 5e République date d'1 an et les détournements des deniers publics massifs se font depuis les années 90. Ne rendons pas nouveau-né un problème qui date d'il y a longtemps. Et on a pour habitude de dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la peau dure devienne molle? C'est lorsqu'on décide de la faire bouillir longtemps. Ou encore lorsqu'on décide de trouver des astuces pour ramollir la peau. Et comment faire pour ramollir la peau dure du vol ou des détournements des deniers publics? Il faut des sanctions. Et pas seulement, il faut respecter les sanctions qui doivent être établies. Celui qui vole, non seulement il va en prison, mais il a l'obligation de rembourser. Parce que c'est bien facile, tu voles 100 millions, tu vas en prison, tu caches ton argent quelque part, tu ressors, tu prends ton argent, ou bien tu fais des investissements, ou tu crées des comptes fictifs, ou des investissements fictifs. Qui ne portent pas ton nom. La personne qui vole rembourse avec des intérêts et des dommages qu'il a causés à la population gabonaise. Il faut des sanctions et surtout le respect de ces sanctions-là. Si on ne les fait pas, on va toujours rester dans des mêmes discours fallacieux. Au Gabon, on n'a pas peur de voler. On voit des personnes qui ont pour premier emploi des postes quand même à responsabilité importante, qui se retrouvent au sommet de l'État, qui se retrouvent en prenant le taxi aujourd'hui avec 10 Range Rover dans quelques mois. Ça, ce sont des contrôles d'audit qu'il faut faire même sur le patrimoine des ministres qu'on donne, des ministres qu'on nomme aux responsabilités étatiques. Il faut budgétiser, il faut contrôler le patrimoine, il faut contrôler le budget alloué au département ministériel et veiller à ce que ce budget soit respecté. En fait, c'est ce qu'il faut faire, sinon on va toujours rester dans les mêmes travers. Et donc, la situation aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, ce n'est pas une situation isolée, mais je voudrais quand même répondre en peu de mots, certes, à la même question. Pourquoi au Gabon, n'a-t-on pas peur de voler? Mais parce qu'on voit des voleurs en liberté. Bien sûr. On voit des gens, effectivement, qui ont puisé abusivement dans les caisses de l'État en liberté. On voit des gens qui sont allés faire un tour en prison et qui sont ressortis en narguant même la justice. On voit une justice aussi qui n'a pas forcément les mains libres. Parce qu'au Gabon, il faut le dire ici, ça dépend de quelle proximité vous avez avec le pouvoir. Il y a des gens qui, juste d'une certaine immunité, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent au vu et au su de la population, d'accord, sans avoir des comptes à rendre. Maintenant, c'est le défi de la 5e République et ne date que d'un an. Elle a raison, ce n'est pas du fait de cette 5e République si les gens volent au Gabon, mais c'est de son ressort d'établir l'exemplarité. C'est de son ressort désormais de punir avec la manière. Parce que si un voleur est puni avec la manière, effectivement, la punition a pour but de dissuader l'autre voleur. Donc, tant qu'il n'y a pas cette punition exemplaire, d'accord, il n'y aura jamais de crainte de voler au Gabon. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce ministère se passe certainement ailleurs, sauf que là, on parle des ministères et pendant qu'on met la décaf du ministère de l'Éducation nationale sous pression, il y a peut-être d'autres décafs ailleurs qui sont tentés d'effacer les preuves. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je souhaite quand même que le livre soit élargi. Et vous êtes responsable de vos propos, Michel Ndong Eso. Merci à vous, Michel Ndong Eso, consultant, politologue. Merci d'être passé sur le plateau de la rétro de l'actualité. Et aussi merci à
Madame Bénédicte Ngui. Vous êtes également analyste politique, consultant pour Gabon 24. Merci d'être passé sur le plateau. Le temps pour nous d'aborder un autre secteur essentiel, la santé, avec le nouveau Code de la santé qui ambitionne de moderniser le système sanitaire. Mais entre les textes et la réalité du terrain, les défis restent nombreux. Je vous propose cet extrait. Le Gabon s'est finalement doté de son tout premier code de la santé. Très bonne nouvelle pour le système sanitaire gabonais, mais c'est quand même un vide juridique qui a persisté durant plusieurs années. Comment comprendre cette situation? Il faut dire que toute chose arrive à point nommé. Pendant longtemps, dans notre pays, il semble que la problématique de la performance n'a pas été à l'ordre du jour. D'accord. Il n'y avait donc pas une obligation de résultat pour l'administration. Or, quand vous voulez parler de performance, vous devez vous assurer que votre dispositif de gouvernance institutionnelle permet la performance. En d'autres termes, il est aujourd'hui demandé, et ce n'est pas spécifique au ministère de la Santé, à toute l'administration gabonaise de parachever son dispositif de gouvernance afin de s'assurer qu'on peut aller vers la performance. Pour revenir sur l'absence du code, c'est que ça permettait une forme de pilotage à vue sur un certain nombre de domaines. Lorsqu'on a voulu introduire, par exemple, tout ce qui est fécondation in vitro, procréation médicalement assistée, on s'est rendu compte qu'il y a effectivement un vide juridique. Il y a des problématiques telles que l'accompagnement en fin de vie, qui sont réelles pour les praticiens dans les structures hospitalières. On s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de cadre juridique pour encadrer cela. Il y avait donc des limitations. Il y avait des limites et ça faisait qu'il y avait une forme d'arbitrage qui était faite au cas par cas, alors que ce sont des domaines qui doivent être normés par la loi pour indiquer le chemin à suivre. De retour sur le plateau de la rétro de l'actualité avec d'autres invités maison. Il s'agit de Vanessa Tsougou. Vous êtes présentatrice à Gabon 24, journaliste spécialiste des questions de santé. Merci d'être passée sur le plateau de la rétro. Alors, à mes côtés, Gaël Mapessi, vous êtes journaliste de sport, présentateur également. Merci d'être passé sur le plateau de la rétro de l'actualité. Avec vous, nous allons parler du mondial. Merci, Michel Nseni. C'est toujours un plaisir de placer sur un plateau de Gabon 24, surtout quand on parle de sport. Merci également. Alors, Vanessa Tsougou, nous venons de suivre cet extrait qui aborde le nouveau code de la santé, les enjeux de sa mise en œuvre. Alors, ce code, que régit-il et à qui s'adresse-t-il? Oui, le code, il s'adresse à tout le monde. Premièrement, aux professionnels de la santé, ensuite aux patients et aux usagers qui renferment tout le monde. Ça veut dire quand vous accompagnez votre parent à l'hôpital, vous êtes un usager. Si vous êtes une personne de bonne volonté sur la route qui venait en secours à une personne mise en danger, peut-être qui a eu un accident, vous êtes un usager. Donc ça englobe tout le monde est concerné par le code de la santé. Et maintenant, que régit-il? Le code, il faut savoir qu'il est composé de 4 livres et de plus de 800 articles. Il y a différents compartiments. Le premier livre encadre les fondements organisationnel, institutionnel également, définit le rôle pilote du ministère de la Santé et des ministères, les autres ministères concernés. Le deuxième encadre les activités et établissements spécialisés, les régit les structures de recherche, l'offre globale et ainsi que l'exercice des professionnels de la santé. Le troisième livre encadre les menaces sanitaires et transversales. Donc, il s'agit des pandémies telles que Covid-19, chikungunya, etc. En ce moment, par exemple, au Congo, on parle d'Ebola. Voilà, il faut donc préparer, encadrer tout cela. Et face à cela, donc, il y a l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui va être mis en place. Donc, ça englobe également les affections iatrogènes et il est adossé à un fonds financier spécifique dont le mode de fonctionnement et les règles d'attribution sont fixées par une réglementation bien donc spécifique et tout cela sera mis en place au fur et à mesure. Donc ce sera quelque chose vraiment qui viendra, c'est comme une bouffée d'air, hein, parce que il y a eu beaucoup de plaintes dans ce sens-là et les Gabonais se demandaient, on est un peu laissé pour compte, qu'en est-il? Et vraiment ça viendra à régler beaucoup de situations.
Alors, le texte a finalement vu le jour. Qu'en est-il des mécanismes de vulgarisation? Vulgarisation, alors il y aura des campagnes de sensibilisation, ça passe aussi également par des plateaux tels que celui de la rétro, et également par le bouche à oreille, beaucoup plus par le bouche à oreille. Les experts sanitaires, disons les autorités sanitaires préconisent de pouvoir vulgariser autour de nous, sensibiliser. Et très souvent, on dit que l'intérieur du pays est laissé pour compte. Est-ce qu'il y a des campagnes qui seront prévues dans l'arrière-pays? Il y aura effectivement des campagnes dans l'arrière-pays, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le code a été publié dans le journal officiel depuis le 15 avril 2026. Et donc, c'est possible de pouvoir s'en procurer déjà et de pouvoir prendre connaissance, parce que c'est important. C'est un code qui met en avant les droits des travailleurs, mais également de tous les Gabonais, qui donc met en avant l'accès aux soins, qui améliore l'accès aux soins. Et c'est important de prendre connaissance de tout cela. Merci à vous, Vanessa. À Togo, vous êtes venue nous parler de la vulgarisation du Code de la santé, enjeux et mise en œuvre. Merci d'être passé sur notre plateau. Le temps pour nous de parler de sport. Regardez. Le sport, et plus particulièrement le football, s'affirme comme un puissant levier de diplomatie sur la scène internationale. Capable de fédérer les peuples autour d'émotions partagées, il constitue également au niveau local un véritable outil de cohésion sociale. Dans ce contexte, le football gabonais marque un tournant historique. Pour la première fois depuis Jean-Fidèle Diramba en 1990, 3 arbitres gabonais ont été sélectionnés par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde 2026. Pierre Acho, accompagné d'Amos Abeigne et Boris Ditsoba, la Coupe du Monde dépasse le simple cadre sportif pour devenir un vecteur d'enjeux colossaux, diplomatiques et culturels. Conscients de cette responsabilité, les 3 arbitres ont été reçus par le président de la République qui leur a prodigué des orientations afin de mener à bien leur mission lors de la 23e édition de la compétition. Celle-ci se déroulera exceptionnellement dans 3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis, et réunira 48 sélections nationales. Ce trio d'arbitres gabonais porte ainsi l'espoir et la fierté de tout un pays. Rappelons que le football est bien plus qu'un jeu, c'est un pont entre les peuples et un symbole d'excellence nationale. Le Gabon a participé à la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, comme tous les pays du continent. Et nos arbitres également ont participé aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Maintenant, pour la sélection des arbitres pour la Coupe du Monde, le Gabon a eu l'honneur d'avoir 3 arbitres retenus parmi les arbitres qui vont officier dans cette compétition. La Coupe du Monde représente un véritable moteur de développement pour le football. Elle pousse les fédérations nationales à moderniser leurs structures de formation, attire des investissements vers le football local et offre aux joueurs l'opportunité de se révéler sur la scène internationale. Le Gabon se retrouve aujourd'hui à un tournant qui nécessite de restructurer et de donner un souffle nouveau à l'équipe nationale afin de lui permettre de rivaliser efficacement lors des compétitions internationales. Cela implique non seulement un renforcement des infrastructures et de la formation, mais aussi un accompagnement stratégique des talents locaux pour qu'ils puissent atteindre pleinement leur potentiel. Nous sommes en reconstruction. Les joueurs majeurs de notre équipe nationale qui sont en fin de cycle vont, je dirais, nous lâcher dans quelques années. Donc la mission qui est la nôtre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de faire en sorte que les compétitions locales prennent de l'ampleur et que nous fassions une détection de nos jeunes qui sont à l'extérieur pour pouvoir les enrôler et relancer cette équipe nationale. Voilà. Donc je pense que les plus hautes autorités nous accompagnent dans cette politique de développement du football, et particulièrement de nos équipes nationales. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a fait du sport un levier stratégique de cohésion sociale, de santé publique et de développement national. Sa politique s'articule autour de la construction d'infrastructures sportives de proximité, de la promotion et de l'accompagnement des jeunes talents, ainsi que de la modernisation et de la restructuration en profondeur du secteur sportif gabonais. À travers ces actions, il entend favoriser l'inclusion sociale
encourager la pratique sportive pour tous et renforcer le rayonnement du sport gabonais sur les scènes régionales et internationales. Gaël Mapessi, la Coupe du Monde s'est ouverte hier, jeudi 11 juin 2026. Le Gabon a 3 arbitres, comme nous venons de le suivre. Une fierté nationale? Fierté nationale, même si on aurait quand même espéré et voulu que le Gabon, par son équipe nationale, soit également représenté. Il faut quand même dire qu'on était à 90 minutes de pouvoir espérer et rêver participer à la Coupe du Monde pour la première fois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est tombé sur une équipe du Nigeria plus expérimentée que nous, qui finalement, au barrage, a dû se débarrasser de nous, même si c'était difficilement parce que c'est au tir au but. Mais là, on a 3 représentants du Gabon. Ce n'est pas à négliger, c'est toujours important. Ça fait que le drapeau gabonais va être représenté par ces 3 arbitres, notamment, et ça fait qu'on engrange aussi de l'expérience, notamment pour Pierre Acho, qui lui a déjà discuté pas mal des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsque vous parlez du corps arbitral gabonais, nous avons cette pensée-là pour cet arbitre somalien, une polémique qui a été interdit d'accéder au territoire américain. Alors, ce mondial est un tout petit peu entaché de polémiques. Entaché de polémiques, mais après, il faut dire qu'il y a aussi des vérités qui sont là. Il y a des pays qui ne sont pas forcément en bon terme avec les États-Unis, avec les États-Unis principalement. Et donc, on parle de l'équipe iranienne également. Voilà, et donc du coup, les États-Unis, qui a une politique un peu pro-nationaliste, protectionniste, a fait en sorte que des règles qui se sont fixées bien avant même d'accueillir la Coupe du Monde soient toujours là. On a donné l'impression que c'était des voleurs. Franchement, ce n'est pas et même des supporters également, même des supporters, qui ont justement, été notamment de la Côte d'Ivoire. Plusieurs supporters ont été interdits d'accès au niveau des États-Unis. Ça va être difficile parce que ces équipes africaines-là, nous, quand on parle de football, c'est une véritable fête en Afrique. Mais là, on va devoir faire la fête seulement devant nos petits écrans parce que beaucoup, malheureusement, de supporters ont été interdits d'accès. C'est l'occasion pour nous de revenir, puisque la compétition est déjà lancée sur ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Gaël Mapessi. Un match, franchement, qui ne nous a pas forcément emballé. On n'a pas vu de grosses équipes. On n'a pas véritablement vu un match avec un niveau Coupe du Monde. Mais bon, le Mexique était chez elle, elle a fait le job, elle a pris les 3 premiers points de la compétition. Et puis, il faut rappeler, puisqu'on reste sur ce match, Michel Seni, parce que jamais lors d'une phase finale, sinon des matchs d'ouverture du Coupe du Monde, on avait enregistré 3 cartons rouges. C'est arrivé hier, c'est historique. Une première. Il faut également rappeler, puisqu'on reste dans l'histoire, Michel Seni, on se souvient, lorsque la Coupe du Monde avait été organisée en 2010 par l'Afrique du Sud. Le match d'ouverture de cette Coupe du Monde-là, c'était déjà Afrique du Sud-Mexique. Mais heureusement pour l'Afrique du Sud, c'était des matchs nuls à cette époque-là, en 2010, 16 ans après. Le même match se reproduit. On ouvre la Coupe du Monde avec cette affiche Afrique du Sud-Mexique. Malheureusement, ça n'a pas été pour les Bafana. On espère qu'elles vont pouvoir se relancer pour la suite de la compétition. Et nous refermons cette chronique avec cet hommage à Irondo Moussavoukin, à une panthère qui vient de s'éteindre. Une autre panthère qui vient de s'éteindre, et donc ça fait forcément beaucoup de mal à notre football. Déjà, nos anciens sportifs se sont battus au nom de la République à cause de beaucoup d'entre eux. L'hymne national du Gabon a retenti un peu partout dans le monde, pour parler par exemple d'Anthony Obama, lui grâce à qui le Gabon a été mis sur un piédestal assez haut avec le taekwondo. On a également notre star qui, heureusement pour nous, est encore en activité, Pierre-Emile Aubameyang. Je pense qu'il va falloir mettre en place des politiques qui davantage valorisent ces différents athlètes. Merci à vous, Gaël Mapessi. Merci d'être passé sur le plateau de la Rétro de l'actualité. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est ici que s'achèvent ces 52 minutes consacrées à la rétrospective de l'actualité nationale. Nous avons abordé la politique, l'économie, l'éducation, la société, la santé, le sport. Je vous retrouve pour un autre numéro. À bientôt sur Gabon 24.